Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce direct de l'échiquier international, en direct bien entendu, de Al24 News. Tout de suite les développements pour poursuivre avec vous et bien sûr après l'annonce du cessez-le-feu et les joies ou les premières joies des Palestiniens qui vont peut-être pouvoir respirer un peu. C'est aujourd'hui le chemin du retour. Ils sont nombreux, tous ces déplacés palestiniens qui voudraient revenir aujourd'hui chez eux. Bien sûr, vous me direz, mais de quel chez eux ils parlent et de quel chez soi ils parlent. C'est des ruines. Gaza est donc anéantie, réduite en ruines, mais les Palestiniens décidaient à retourner quand même chez eux, dans leur maison, même en ruines, car c'est là où tout respire, leur âme, leur histoire, leur famille qui se sont retrouvés donc sous les décombres. Tout de suite, nous allons suivre aujourd'hui les développements de la situation à Gaza. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Badis Khnissa, expert et analyste des questions internationales et politiques. Badis Khnissa, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, Badis Khnissa, on l'a suivi hier et aujourd'hui aussi, après donc l'annonce du cessez-le-feu, l'antité-sioniste et son armée criminelle, la précision est de taille, viennent d'annoncer que le cessez-le-feu est entré en vigueur aujourd'hui à partir de 12h, c'est-à-dire 11h heure française. Cette annonce ou cette entrée en vigueur ou ce cessez-le-feu qui s'annonce va permettre quelque peu aux Palestiniens de respirer. Déjà, à peine remis des premières émotions, les Gazaouis veulent retourner chez eux parce que ce sont des déplacés. Donc le chemin vers le nord aujourd'hui a commencé, de longues files humaines, une marée juste à côté donc de ce chemin donc sur la côte, des Palestiniens qui voudraient rentrer en sachant pertinemment que leurs maisons seront détruites ou sont déjà détruites. C'est tout Gaza qui est détruite, mais ils insistent quand même à retourner chez eux. Tout de suite, on va voir quelques témoignages et puis on revient au débat, Badis. Par Dieu, quand ils ont ouvert la route, j'étais si heureuse de retourner à Gaza. J'étais tellement excitée que je n'ai pas dormi de la nuit en attendant les nouvelles pour partir la nuit. Partir, ce qui comptait, c'est de partir et d'atteindre l'endroit où j'ai vécu et grandi. Ma famille est là-bas. J'attendais de les voir et d'aller vers eux. Par Dieu, nous ne sommes pas heureux et il n'y a pas de joie dans nos cœurs. Nos cœurs sont pleins de chagrin et de douleur, mais nous voulons rentrer chez nous. Même si nos maisons sont toutes détruites, mais nous y allons pour trouver un endroit, même une tente où vivre. Badis Khnissa, pour commencer, d'abord, que faut-il penser de ce qu'on a appelé depuis hier le chemin du retour? Avant, lorsqu'on parlait du droit de retour, on parlait de ces Palestiniens, vous voyez, de la Nakba, qui ont été obligés de quitter carrément la Palestine et leurs terres, parce qu'ils avaient quand même un droit de retour, et jusqu'à présent, on parle du droit de retour. Aujourd'hui, on parle du chemin de retour d'un Palestinien à Gaza, donc d'une région vers une autre région, mais toujours dans cette enclave palestinienne. Permettez-moi tout d'abord de rappeler une chose, un point cardinal, un concept qui est devenu aujourd'hui une illustration notamment de la résistance et de la résilience du peuple gazaoui. Effectivement, vous l'avez évoqué, une Gaza détruite, une Gaza en ruine, mais une Gaza debout. Oui. Bon debout aujourd'hui, grâce à son peuple, grâce à sa résistance, grâce justement à la synergie, à la symbiose de la résistance et le peuple, ô combien cher et ô combien par contre un obstacle prépondérant pour l'entité sioniste qui n'a cessé d'essayer effectivement de les diviser. Donc aujourd'hui, je tiens à rappeler et à travers mes propos aussi rendre hommage au peuple gazaoui, au peuple palestinien qui a donné une leçon morale, une leçon de résistance, de résilience, une leçon de dignité, une leçon d'honneur notamment au monde entier. Maintenant, pour effectivement revenir à ce cessez-le-feu, il faut définir effectivement les pourtours de ce cessez-le-feu. Est-ce un cessez-le-feu effectivement comme un sursis humanitaire ou est-ce un cessez-le-feu pour un plan de paix durable? La question se pose quand on voit qu'effectivement, l'entité sioniste est au lendemain de la déclaration ou l'officialisation de Donald Trump de ce cessez-le-feu via
les réseaux sociaux, n'a cessé effectivement de continuer des attaques hostiles et à faire des victimes et des martyrs, notamment dans les rangs des civils, comme toujours les civils palestiniens. Donc vous voyez bien qu'effectivement, à ce jour, au moment où on parle, il y a encore un temps de latence. Il faut aussi rappeler que le cessez-le-feu, effectivement, ne sera, entre parenthèses, effectif contractuellement et politiquement qu'une fois que Donald Trump le signera le mardi en Égypte. Entre deux, Donald Trump se déplacera au Knesset pour rendre un discours, tenir un discours face au Parlement. Donc vous voyez bien qu'effectivement, c'est un temps de latence qui circonscrit un temps de défi, quand on sait que l'entité sioniste est une entité avec ni foi ni loi. Donc, ça d'une part. D'autre part, nous avons bien vu effectivement que le retour de la population du sud vers le nord de Gaza n'a pas été sans risque, puisqu'au début, ils ont été effectivement et bombardés par l'aviation et par les forces navales sionistes notamment. Donc, aujourd'hui, effectivement, on se réjouit de les voir revenir, certes, sur des ruines, mais revenir sur leur terre. Et la terre, elle est sacrée. Et c'est un pied de nez, effectivement, à ce projet depuis 2 ans de l'entité sioniste incarnée par Netanyahou pour vouloir asservir cette population et détruire le Hamas et toutes les factions de résistance. Mais encore une fois, le vrai défi aujourd'hui de ce cessez-le-feu, au-delà de l'aspect humanitaire, puisqu'il y a un souci humanitaire, il y a aussi là l'enroi, par exemple, comme je dirais, figure de proue, notamment de l'aide humanitaire mondiale, et dans l'attente, notamment du feu vert, à travers ces relais et ces bureaux en Jordanie, mais également en Égypte. Mais à ce jour, effectivement, nous n'avons pas un déferlement d'aide humanitaire comme attendu. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de jeu sibyllin et pernicieux de la part de l'entité sioniste, que je rappelle aussi, les Magattal, très important, un point cardinal. Je rappelle dans les négociations que cette proposition a été quelque part une espèce de tentative de piéger le Hamas avec le contenu de ces négociations. Or, aujourd'hui, Netanyahou a été piégé dans son propre piège, puisque le Hamas non seulement a accepté cet accord, mais en plus, bien évidemment, moyennant des négociations, d'ailleurs des négociations aussi que je rappelle à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui sont tenues récemment en Égypte et qui démontrent de facto la reconnaissance fonctionnelle de l'entité sioniste du Hamas, ce même Hamas qu'elle voulait depuis 2 ans détruire. Ah oui. Donc vous voyez bien qu'effectivement, au final, ce n'est pas une solution militaire, c'est une solution politique qui a émergé, avec effectivement même parfois des interlocuteurs du Hamas qu'elle a tenté d'assassiner il y a quelques semaines au Qatar. Donc c'est l'arroseur arrosé, c'est un pied de nez effectivement, c'est ça la vraie victoire, tandis que Netanyahou se terre dans un déni où il essaye tant bien que mal de se créer ou de se frayer une espèce de victoire imaginaire à laquelle seul lui y croit. Donc on voit bien qu'effectivement le défi c'est de passer de la phase 1, notamment de celle des échanges d'otages, vers la phase, je dirais, plus politique qui, elle, va mettre en place les fondations de négociations politiques, les jalons notamment, le calendrier et surtout aussi le après-Gaza dont on parlera certainement par la suite. Oui, très bien. Puisque vous avez quand même évoqué le sujet et vous avez un petit peu anticipé, et tant mieux d'ailleurs, parce que j'allais venir. Donc finalement, Badis Renissa, on sait très bien que lorsqu'on parle de négociations sur le droit international, ce qui a été appris dans les, si vous voulez, les études de la politique, de la diplomatie, négocier, ça veut dire que c'est carrément ouvrir un dialogue entre 2 parties où une partie n'a pas réussi à avoir, si vous voulez, une victoire ou obtenir cette victoire militairement sur le terrain. Donc, on ouvre un dialogue, si vous voulez, où il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à négocier avec le Hamas. Cela veut dire que tout simplement, l'entité sioniste, face à ce constat, parce qu'elle n'a finalement obtenu aucune victoire militairement sur le terrain pendant 2 ans de bombardement et que la seule solution restée pour l'entité sioniste, c'est de négocier avec ce qu'elle a appelé par le passé un mouvement terroriste. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, on était dans mes propos. Vous savez, encore une fois, pour Netanyahou, aujourd'hui, c'est une question de survie. Donc ces négociations, ça sonne le glas aussi, le fin de la carrière politique et surtout aussi le rappel à certaines évidences, à savoir le calendrier judiciaire. Donc Netanyahou a essayé tant bien que mal de phagocyter, je dirais même de bloquer les négociations. Aujourd'hui, il s'avère, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, être piégé dans son propre piège. En revanche, on pourra en parler effectivement des conséquences par la suite, mais Netanyahou et sa coalition extrémiste, je rappelle Smotrich et Ben Gvir et autres, et notamment des extrémistes messianiques,
n'ont pu que constater effectivement les dégâts et surtout voter, puisque ça a été conditionné par le vote du gouvernement sioniste notamment, pour rendre effectif ce cessez-le-feu et cet accord de Donald Trump. Donald Trump lui-même, qui d'ailleurs veut se porter garant, puisqu'il sait pertinemment les entourloupes, notamment pernicieuses des Netanyahou. Il essaye tant bien que mal, effectivement, de les rappeler à chaque fois. Et d'ailleurs, ça a été rappelé notamment avec le suivi, le monitoring très rigoureux de ces clauses. Mais encore une fois, Netanyahou essaye je dirais, de trouver une brèche, d'essayer de déstabiliser, effectivement, par un débordement, par, effectivement, une quelconque violation, parfois même fomentée par eux-mêmes, notamment. Peut-être on pourra voir demain des roquettes s'abattre sur l'entité sioniste pour pouvoir justement légitimer une quelconque violation imaginaire. Donc on voit bien qu'on marche sur une crête. Le Hamas aujourd'hui et toutes les factions derrière elle notamment de résistance, ont su imposer encore une fois, ont su imposer l'agenda politique et revenir vers des discussions politiques et non pas militaires, ont su démontrer effectivement qu'une cause juste comme celle de la libération et de la quête de l'indépendance d'un peuple et de restituer sa dignité est une cause noble, est une cause honorable, dont il a su aujourd'hui faire parler, faire entendre. Vous avez évoqué les victoires. Tout ce que je vois aujourd'hui, je l'ai d'ailleurs évoqué lors de notre dernier débat, c'est plusieurs victoires au pluriel aujourd'hui de la Palestine et notamment de Gaza. C'est une victoire juridique, c'est une victoire morale, c'est une victoire diplomatique, c'est une victoire politique, c'est une victoire humanitaire, c'est une victoire stratégique notamment, qui a plus fait isoler aujourd'hui l'entité sioniste. Je prends un sondage ce matin publié où plus de 72% des Juifs américains sont en opposition avec l'entité sioniste et son projet. Donc, en fait, elle est délaissée par son propre clan, aujourd'hui, sa propre alliance, et c'est pour vous dire qu'effectivement, cette victoire-là n'a pas de prix. Encore une fois, et je conclurai là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le vrai défi, c'est le après. Et on pourra en discuter effectivement. Le Hamas, véritable interlocuteur, notamment fonctionnel aujourd'hui, a su imposer une cadence, a su imposer une dynamique dans laquelle Netanyahou ne pouvait que dire oui, puisqu'encore une fois, sous la pression internationale, sous la pression du monde arabe, sous la pression du monde musulman, sous la pression y compris de Donald Trump, puisque, je rappelle, avec Joe Biden, ils ont été parfois menés, on va dire, en bateau, entre parenthèses, par les entourloupes de Netanyahou. Donc, encore une fois, je me réjouis de voir aujourd'hui que le peuple gazaoui, enfin, respire la liberté, respire la sécurité, respire la protection, mais il faut encore une fois garder en tête qu'on a en face une entité sioniste voyou, une entité sioniste menée par un tortionnaire, un génocidaire et son alliance notamment qui ne fait que semer destruction et guerre, et elle souhaiterait effectivement faire pérenniser, avoir un continuum du moins de cette guerre, comme je disais tout à l'heure, par peur aussi d'un retour du battant, à savoir l'agenda de rendre des comptes, notamment pour Netanyahou, mais aussi pour ce gouvernement que je signale et je souligne, a été le principal, notamment responsable des événements du 7 octobre. Donc oui, il y a un avant et un après 7 octobre 2023. Eh bien justement, on va voir à peu près qu'est-ce qu'il y aura après ce cessez-le-feu pour Gaza. N'empêche qu'on ne peut pas s'empêcher de poser cette question. Alors, pourquoi ce timing, hein? Parce qu'on va se dire, pourquoi, par exemple, ce cessez-le-feu n'a pas été obtenu il y a, par exemple, 2 mois de cela ou 3 mois de cela? Pourquoi ce timing? Parce que Trump, qui s'enorgueillit un petit peu d'avoir été l'initiateur de ces propositions, aurait pu quand même faire ces propositions il y a bien longtemps pour un petit peu abréger la souffrance des Palestiniens. Ça n'a pas été fait. Est-ce que, selon vous, Badis Nissa, ce n'est pas dû au fait que sur le plan donc de l'opinion publique et surtout occidentale, la société civile, il y a comme une sorte de retour de manivelle, étant donné que ce qu'on appellerait le mythe sioniste a été déconstruit peu à peu et personne ne croit à ce mythe de cette population victime aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte que finalement l'autre face est horrible. Tout simplement, c'est la politique qui a fondé ce cessez-le-feu et c'est le droit qui va devoir fonder la paix durable. C'est très important de le rappeler. C'est un peu des deux, effectivement, à juste titre. Vous avez rappelé l'aspect et l'apport de la société civile notamment, je l'avais effectivement détaillé la dernière fois, où la dynamique des peuples
des peuples humanistes et humanitaires a fait pencher la balance et a fait bouger les lignes. Ça, c'est un fait, nous l'avons vu, y compris pour certains pays qui se disent traditionnellement soutien indéfectible de l'entité sioniste. Non seulement ils ont changé de prisme, ils ont changé de vision, mais surtout aussi ils ont été parfois même à la reconnaissance de l'État palestinien. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, où, comme je disais la dernière fois, l'un des leviers de pression aussi, il est diplomatique, il est politique. Je rappelle aujourd'hui, pour la petite anecdote, qu'on a beaucoup plus d'États au sein du Conseil de sécurité de l'ONU qui reconnaissent l'État de Palestine que l'État d'Israël ou l'entité sioniste, entre parenthèses. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a un changement de paradigme abyssal, profond, qui a permis aujourd'hui effectivement plus la pression des peuples à devoir aller vers une issue, devoir aller en tout cas vers une sortie de secours pour l'entité sioniste et une victoire pour la cause palestinienne. Donc oui, le timing s'y prête beaucoup, puisque aussi Donald Trump lui-même a des comptes à rendre au sein de la politique intérieure. Je rappelle encore une fois, et je me répète, quand Trump avait évoqué la détestation de plus en plus du peuple américain au peuple israélien. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a une espèce de divorce dans lequel Donald Trump souhaiterait effectivement jouer un peu l'acteur majeur pour s'inscrire comme un homme de paix. D'ailleurs, il avait, bon gré mal gré, essayé d'être dans une course du prix Nobel. Tant pis pour lui, c'était pour quelqu'un d'autre. Mais on voit bien qu'effectivement, il y avait un engouement de la part de Donald Trump, autre que politique, et celui effectivement aussi de satisfaire sa propre population, son propre peuple, que j'ai tout à l'heure, y compris aussi la population juive américaine qui, elle, se désolidarise davantage avec notamment le projet notamment du Grand Israël, le projet de l'entité sioniste. Mais encore une fois, c'est un agrégat de plusieurs facteurs, effectivement, qui font qu'aujourd'hui, Donald Trump, l'Occident, y compris, je dirais, la nécessité et l'obligation d'aller vers des pourparlers, d'aller vers un projet sérieux politique, notamment pour la souveraineté de la Palestine, la solution à deux États, certes, qui n'est pas aujourd'hui au cœur de l'action, au cœur de la vision de cet accord, mais au moins cet accord permettra effectivement de faire taire les armes et surtout d'enclencher un processus sérieux notamment. Et là aussi, on pourra en parler, conditionné par pas mal de facteurs il faudra aujourd'hui, plus que jamais avant toute chose, de mettre en place avec le Conseil de sécurité, avec la communauté internationale, avec le monde arabe et musulman, avec l'Occident, avec Donald Trump et les États-Unis, pour permettre encore une fois de, je dirais, être au rendez-vous, notamment pour permettre que cet accord ne soit pas un énième accord. Puisque, vous savez, quand on parle d'accord de paix, il ne faut pas tomber dans le piège des accords d'Oslo en 1994. Il ne faut pas non plus tomber, parce qu'on parle beaucoup de reconstruction aujourd'hui, un plan de reconstruction de Gaza, et là aussi on pourra en parler. Moi je pense qu'aujourd'hui, les Gazaouis, leur slogan est rien sur nous sans nous. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas enclencher des solutions pour la Palestine et pour Gaza sans les Palestiniens. Et là aussi, il faut aussi éviter une certaine asymétrie de médiation, puisqu'on voit bien qu'effectivement, oui, alors, c'est vrai que... Oui. Très bien, Badis. Finalement, on avait hier parlé de ça et on avait dit que qu'est-ce qui garantit qu'il n'y aura pas un retour donc de l'agression sioniste, c'est-à-dire que on reprendra pas ce feu qui a cessé, entre parenthèses. Est-ce qu'on peut dire finalement, Badis Renissa, que la guerre est finie à Gaza, qu'il y a réellement cessation de l'agression sioniste sur Gaza, ou est-ce que ce n'est qu'un cessez-le-feu éphémère et que les craintes subsistent et subsistent plus que jamais? J'ai la faiblesse de croire, en tout cas, puisque Donald Trump, en tout cas, il croit aussi de vouloir ou devoir imposer un agenda à l'entité sioniste. Mais encore une fois, l'entité sioniste est au lendemain de sa création et de sa fondation sur les ruines et les cadavres palestiniens. Ben Gurion, Golda Meir et autres n'ont cessé de dire que nous avons de compte à rendre à personne, y compris aux États-Unis. Donc, encore une fois, c'est un chemin de crête, mais qui est possible aujourd'hui, puisqu'il y a eu un avant et un après 7 octobre 2023, dans laquelle il y a cet attachement, cet engouement, d'abord de la société civile planétaire, mais aussi des gouvernements, des médias. Nous avons bien vu la réponse de la Norvège, nous avons y compris la réponse du ministre des Affaires étrangères espagnol, qui a demandé à ouvrir Gaza
à donner plus de liberté, effectivement, d'action, notamment des pays occidentaux au sein de Gaza, pour la reconstruire, et surtout aussi pour laisser un canal d'expression aux Gazaouis. Donc, on voit bien qu'effectivement, encore une fois, il y a eu des lignes qui ont bougé, pas suffisamment, effectivement. À votre question, est-ce que c'est la fin de la guerre? J'ai envie de vous dire non, puisque c'est une cause juste qui est celle d'arracher son indépendance. Or, aujourd'hui, on parle d'un cessez-le-feu, on parle d'une trêve sensible, une trêve fragile, mais une trêve qui permet effectivement de penser l'avenir, de penser une reconstruction de l'avenir ensemble. Là, en revanche, j'ouvre une parenthèse que j'ai évoquée tout à l'heure, cette reconstruction et sa réussite, notamment ce cessez-le-feu qui pourrait aboutir vers un processus politique beaucoup plus sérieux est conditionné fondamentalement avec, y compris, des capacités des Palestiniens. Quand vous évoquez effectivement une reconstruction avec les Palestiniens, il faudra définir l'interlocuteur palestinien. Or, aujourd'hui, au-delà de la fragmentation territoriale de la Palestine voulue par les entités sionistes depuis des décennies, puisque la division territoriale signifie la division politique, la division de vision, la division notamment des projections, et c'est ce qui se passe effectivement. Donc, fondamentalement, en prélude, comme condition sine qua non, il faudra penser à réunifier notamment les Palestiniens à travers un levier d'action, un levier de réflexion commun, conjoint. Cela peut être effectivement avec un gouvernement de transition technocrate, consensuel, qui permettrait effectivement d'aborder les négociations de cette reconstruction. Ensuite, effectivement, on pourrait imaginer des accords de sécurité intra-palestiniens. Et pour finir, pourquoi pas, et là aussi je reviens sur la reconstruction et à la vision unilatérale et très simpliste, notamment de l'Occident et de Donald Trump dans cet accord, à savoir penser aussi le processus politique, à savoir un processus démocratique qui permettrait de faire émerger une quelconque force politique légitime que le peuple palestinien aurait choisi. Donc on ne peut pas parler de démocratie, on ne peut pas exporter la démocratie à travers des chars, et en même temps, je dirais, occulter tout un peuple et ne pas lui interdire de s'exprimer à travers le suffrage universel. Donc, effectivement, un agenda, un calendrier électoral s'impose notamment, municipal, législative, présidentielle, pourquoi pas, et laisser, encore une fois, le peuple palestinien imposer sa voix. Et enfin, pour finir, il faut des garanties. Il faut des garanties, il faut des financements. Une reconstruction, ça coûte cher. Et il faut aussi un pas notamment politique, juridique, à savoir cette cellule de monitoring notamment rigoureuse en matière de suivi de cet accord qui, pourquoi pas, et d'ailleurs ça a été évoqué par Donald Trump, pourrait conduire à des sanctions pour faire respecter. Puisque vous savez, cet accord, c'est un peu je dirais la projection de Donald Trump. C'est un peu, il y tient beaucoup, puisque cela lui permet effectivement de s'inscrire comme un homme de paix, mais surtout aussi, à titre personnel, c'est une victoire notamment. Donc, voir demain un Netanyahou obstruer, voir un Netanyahou phagocyter cet accord, c'est un peu comme une attaque personnelle envers Donald Trump. J'ai envie de vous dire, tant mieux pour les Palestiniens, tant mieux pour la cause palestinienne, mais encore une fois, à un moment donné, il faut être très pragmatique. Le monde musulman, le Conseil de sécurité, se doit aussi d'être très impliqué dans ce calendrier notamment. Ce qui est sûr, en tous les cas, pour conclure, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps quand même, Badis Nissa, pour conclure, on peut se dire que au moins, ce cessez-le-feu aura peut-être, d'une manière ou d'une autre, éliminé cette idée de déportation de ce qui reste de cette population qui a survécu, qui a vécu donc à ce carnage, à ce génocide. Puisque de toute façon, je reprends un petit peu ce que Trump disait justement. Il a déclaré, parce qu'il faut dire que Trump aussi est attendu le lundi au Moyen-Orient et également en Israël. Donc Trump qui a déclaré que les otages devraient retrouver la liberté probablement lundi ou mardi. Donc on parle des Israéliens. Des sionistes, pourquoi pas, et que personne ne sera contraint à partir, allusion bien sûr au Razaoui. Il devra donc se rendre au Moyen-Orient. Donc finalement, l'idée de déportation en elle-même, puisqu'on a quand même 67 000 martyrs, est quand même, si vous voulez, relégué, on ne va pas dire au dernier plan, mais peut-être oublié. On ne parle plus de cela. Pardon. Écoute, c'est un échec cuisant, notamment pour Netanyahou et son alliance. Lui qui a promis d'abord un échec de renseignement le 7 octobre 2023, donc il devra rendre des comptes par la suite et c'est pour ça qu'il essaye de... Brièvement, monsieur Badis Nissa, merci. Il
essaye d'apporter des manœuvres dilatoires pour faire justement échouer cet accord. Et puis vous avez un échec politique, diplomatique et y compris aujourd'hui militaire, puisque finalement on est revenu vers la table des négociations, vers une solution politique notamment. Donc vous voyez bien qu'effectivement, Netanyahou, l'entité sioniste, ont échoué sur toute la ligne. Et aujourd'hui, le grand vainqueur qui est sorti, certes, effectivement, avec des pertes humaines regrettables et condamnables, notamment avec des martyrs qui se comptent par milliers, mais encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, Gaza restera debout. Encore une fois, permettez-moi rapidement, il faut éviter, parce que quand on parle de reconstruction, il faut définir les termes. Rapidement, M. Badissa. Il faut que le monde arabe musulman, il faut que le Conseil de sécurité accompagne. Puisque vous savez, 2009, le plan durci, effectivement, il y avait une conférence du Caire, notamment avec 4,5 milliards de promesses. Merci beaucoup, M. Nissa. Vous avez plusieurs plans de reconstruction qui ont échoué. Et aujourd'hui, il faut passer à l'acte avec des éléments factuels, avec des leviers de pression. Merci beaucoup, M. Badisr Nissa. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. L'échiquier international, vous le retrouverez demain pour d'autres numéros et d'autres thèmes. Merci, au revoir. Merci de votre attention.